Et donc, on accueille notre invité, c'est Charles Aloncle qui est avec nous, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Et vous êtes député UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, député de l'Hérault. Bonjour monsieur le député. Bonjour et merci de votre invitation, merci beaucoup. Après un mois de suspension, la commission d'enquête reprend ses travaux aujourd'hui. Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez la peau de France Télé et de Radio France, c'est ça? Non, je veux pas la peau. Au contraire, je pense que ces travaux, cette commission d'enquête, peuvent avoir une vertu, c'est une sorte d'électrochoc pour sauver l'audiovisuel public. Ça fait des années, voire des décennies, qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, de dérives à la limite de la légalité qui sont particulièrement graves. Le rapport de l'inspection des finances, le rapport de la Cour des comptes explique que France Télévisions est au bord de la faillite. Il y a eu des gabegies considérables, il y a eu des dysfonctionnements financiers considérables. Et si on met la poussière sous le tapis, si on met le couvercle sur ces travaux, c'est le meilleur moyen de faire disparaître le service public de l'audiovisuel. Donc moi, mon intention, elle est plutôt contraire. C'est celle de braquer un projecteur complet sur ces dysfonctionnements pour qu'on puisse les purger une bonne fois pour toutes et sauver quelques missions essentielles les plus importantes de l'audiovisuel public. Donc on me classe à tort dans bien des cases. On explique par exemple que je suis le chantre de la privatisation alors que je ne me suis jamais exprimé sur mon intention de privatiser l'audiovisuel public. On me fait passer pour un émissaire de Monsieur Bolloré. Je ne l'ai jamais rencontré et je m'intéresse à toutes les sociétés de production qui bénéficient des contrats passés avec France Télévisions, dont certaines dont M. Bolloré est actionnaire. Donc voilà, tout ça pour dire, il y a eu beaucoup de caricatures. Moi, mon seul objectif, c'est de sauver cet audiovisuel public qui est bien mal en point à cause de gabegies, de dysfonctionnements graves, de pratiques à la limite de la légalité. Vous, l'homme de droite, vous reprochez au service public de l'audiovisuel d'être trop à gauche? Alors, le pluralisme et la neutralité est l'un des sujets de cette commission d'enquête et effectivement, il y a des chiffres qui témoignent, les chiffres de l'Arcom, les chiffres transmis par les chaînes publiques qui expliquent qu'il y a des partis qui sont sous-représentés de façon chronique, en rupture totale avec cet objectif légal. C'est le cas du Rassemblement national qui est sous-représenté de façon chronique sur les chaînes de l'audiovisuel public. C'est le rôle de l'Arcom de surveiller et de sanctionner. Bien sûr, et on a entendu le président de l'Arcom qui était très flou et très imprécis. Je vous invite à revoir cette première audition de la commission d'enquête. Donc vous dites qu'il y a de la complaisance de la part de l'Arcom pour le service public? Je n'emploierai pas ces termes-là, mais ce que je peux vous dire, c'est simplement qu'il y a des partis qui sont sous-représentés de façon chronique sur les chaînes du service public. C'est le cas du Rassemblement national, mais c'est aussi le cas, par exemple, de la France insoumise. Et vous voyez, moi, je suis certes d'un parti politique, comme l'ensemble des députés de cette Assemblée nationale, mais je ne suis absolument pas le syndicat d'un parti, je ne suis pas le représentant d'une crèmerie politique. J'observe des chiffres publics que la France insoumise comme le Rassemblement national sont sous-représentés, eh bien je le dis parce que c'est un devoir de transparence. Vous avez été invité par le service public, il n'y a pas de problème. J'ai été invité et je réponds à toutes les invitations. On me le reproche d'ailleurs très souvent. Je réponds aux invitations de l'audiovisuel public, je réponds à l'invitation de chaînes privées comme la vôtre. Mais je suis ravi de pouvoir faire la transparence sur ces sujets-là. Il y a un humoriste qui fait parler de lui ces dernières heures, c'est Merwan Benlazar qui officie sur France Inter et qui à l'antenne, alors dans une chronique qui se veut humoristique, a plaidé pour un cordon sanitaire à mettre en place contre l'extrême droite qui, à mon avis, selon lui, est le Rassemblement national. Il estime que il faut une censure politique. C'est en tout cas comme ça qu'on peut interpréter ses propos. Est-ce que ça vous choque? Ça a choqué le président de la commission, dont vous êtes le rapporteur, Jérémy Patrier-Létus, qui a réagi. Oui, ce qui est grave, c'est que ces propos sont proférés sur une chaîne du service public. Je tiens à rappeler qu'il y a des objectifs à valeur constitutionnelle qui sont extrêmement importants, qui sont des objectifs d'indépendance, d'honnêteté et de pluralisme pour les médias, notamment les médias de l'audiovisuel public. Quand vous avez sur une chaîne du service public, à une heure de grande écoute, qui fait des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs, quelqu'un qui explique qu'il ne faut pas inviter des représentants de l'extrême droite, encore faut-il définir ce terme-là, c'est une rupture évidente avec cet objectif de pluralisme. Alors après, c'est objectif à valeur constitutionnelle. C'est un humoriste. Donc un humoriste a le droit d'être excessif, outrancier, caricatural. C'est pas un journaliste qui a dit ça. Oui, mais il y a des humoristes qui sont sanctionnés par l'Arcom. Par exemple, je vais vous citer Guillaume Meurice. Il y a eu un signalement de l'Arcom. Il a été démis de ses fonctions. Il y avait un certain nombre. C'était un peu un problème, un peu un scandale quand même. Il y a eu un. Non, mais je me permets d'être objectif dans ce que j'avance. On voit que par le passé, sur des chaînes de l'audiovisuel public, l'Arcom s'est saisi de propos tenus par des humoristes. Donc, sur un objectif à valeur constitutionnelle, un appel à la censure de certaines idées, bon, on peut être en droit d'attendre qu'il y ait une modération de la part d'une chaîne qui est payée, je le rappelle, par l'ensemble des Français. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. C'est une somme qui est
on peut le dire, considérable. Est-ce que le vrai problème peut-être, en tout cas ce qui demande éclaircissement, c'est le lien entre le service public, donc de l'argent public, et des sociétés privées, puisque la plupart des émissions qui sont diffusées, notamment sur France Télévisions, sont produites par des boîtes de production privées, avec des contrats assez impressionnants. Vous avez parlé d'un contrat de 100 millions d'euros avec le groupe Media One, qui est la première société privée à travailler pour France 2 notamment. C'est peut-être ces liens qu'il faut montrer et savoir est-ce que c'est normal que notre argent serve à enrichir des boîtes privées. Absolument, c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet de cette commission d'enquête n'est pas tant les entorses au principe de neutralité, qui je pense pour certaines sont évidentes, elles sont dénoncées par nombre de Français, mais c'est surtout l'enrichissement de quelques-uns sur le dos de l'argent du contribuable, de l'impôt du contribuable, et notamment dans un phénomène d'hyperconcentration des contrats de production. Vous parlez de Media One. Media One, les actionnaires français sont M. Pigas, M. Niel, M. Capton, bénéficient du premier contrat passé avec France Télévisions. On est à plus de 100 millions d'euros par an. C'est reconduit chaque année ? C'est reconduit chaque année, donc c'est 100 millions d'euros par an d'argent public. Et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, il y a 9000 salariés chez France Télévisions, salaire moyen de 72 000 euros, je ne comprends pas comment il y a 1 milliard d'euros par an de budget qui est consacré au coût des grilles et des programmes, et donc des centaines de millions d'euros par an qui sont donnés à des sociétés de production qui viennent produire et faire le travail que pourrait réaliser, par exemple, France Télévisions. C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. Il y a une obligation légale imposée donc à France Télévisions de faire travailler des sociétés notamment, privées. Et merci de poursuivre mon raisonnement, notamment pour soutenir la création et la production indépendante française. Sauf que Media One, qui est la première société à bénéficier de ces contrats par France Télévisions, n'est pas une société française. C'est une société qui est détenue dans sa grande majorité par un fonds d'investissement américain, KKR. Donc déjà, la première question qu'on pourrait se poser dans cette commission d'enquête, que je ne cesse de poser, c'est est-ce que l'impôt des contribuables a vocation à financer un fonds d'investissement américain, dont d'ailleurs les investissements sont très contestés partout dans le monde, ou est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'attacher à soutenir et à défendre la création et la production indépendante française? Donc ouais, c'est un sujet parmi d'autres. Ils vont être entendus, les dirigeants de Media One, Mathieu Pigas. Mathieu Pigas d'ailleurs, qui expliquait au micro de Benjamin Duhamel sur France Inter qu'il avait peut-être des velléités présidentielles, qui a été invité en grande pompe sur un média du service public sur France 2 dans l'émission politique par Caroline Roux, présenté comme simple chef d'entreprise, où pendant 20 minutes, sans contradictoire, il nous expliquait que le RN était un parti qui pourchassait les homosexuels, un parti qui pourchassait les étrangers, et à aucun moment on a rappelé deux choses: que ce monsieur était à la tête de la première société qui produisait les émissions du service public, et deuxièmement, qu'il avait fait la une de Libération quelques mois auparavant pour expliquer qu'il mettrait tous ses moyens à sa disposition pour lutter contre la droite radicale. Il mettrait aussi les moyens médiatiques dont il a à sa disposition pour lutter contre la droite radicale. Donc quelqu'un qui produit des émissions du service public, qui assume de détourner ces émissions payées par nos impôts pour lutter contre la droite radicale, est quelqu'un qui, je pense, n'a pas sa place pour obtenir des contrats publics. Et il sera convoqué ? Il sera convoqué, absolument, ce sera début février, et j'ai beaucoup de questions à poser aux dirigeants de Media One, parce que pour moi, cela peut s'apparenter à une forme de détournement d'argent public pour des motifs politiques, des motifs de propagande, et ça c'est inacceptable quand on voit l'argent qu'on paye en France pour l'audiovisuel public. Joël Degosseri. Oui, moi j'ai plusieurs sujets au sujet de cette commission. Premièrement, je trouve que c'est bien d'aller quand même mettre le nez dans l'argent dépensé par France Télévisions, puisque c'est notre argent. Donc, je vous crois tout à fait légitime de faire ça au nom des Français quelque part. La deuxième chose, c'est que c'est assez compliqué en fait de trouver votre impartialité, parce que en même temps, effectivement, vous avez à cœur de, comme vous dites, de sauver le service public et qui se concentre sur des missions qui sont essentielles, et en même temps, vous vous plaignez de ne pas apparaître, de ne pas être représenté de manière juste au sein du service public. Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai un peu de mal à savoir si vous êtes vraiment impartial dans vos attaques, entre guillemets, contre le service public. Et si c'est pas quelque part un peu aussi motivé, parce que là, comme par exemple sur votre dernière intervention sur M. Pigas, de dire qu'effectivement, on sait qu'il est un peu en guerre contre l'extrême droite, le Rassemblement national, etc. Donc bon, ça, c'est un peu litigieux. Mais est-ce que vous vous servez de ça pour régler des comptes, c'est ça? Je termine juste et je vous laisse. Je vous en prie, mais la chose qui m'importe le plus encore, c'est de savoir si ces commissions d'enquête sont efficaces. C'est de savoir si, à la fin de ces commissions d'enquête, effectivement, il y a des mesures qui sont prises, parce que ça reste encore, pour moi,
désolée de vous dire ça comme ça, mais encore de l'argent dépensé. J'ai assisté à la commission d'enquête sur les influenceurs. Je crois que c'était les influenceurs. Donc je l'ai regardé en grande partie en direct et je ne sais pas en fait à la fin ce qu'il en ressort. Vous voyez, j'ai du mal à voir le résultat de ces nombreuses commissions d'enquête. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Faire une commission sur les commissions. Non, mais c'est une très bonne question et on me la pose beaucoup. Déjà sur ma partialité, je pense que dans la réponse que je vous ai faite au début, notamment sur le pluralisme, je constate à nouveau qu'il y a des partis qui sont sous-représentés sur les antennes du service public. C'est le cas du Rassemblement national, il le dénonce depuis des années de façon persistante, mais j'ai aussi braqué le projecteur sur la France insoumise, où la France insoumise, et tout le monde sait que je ne partage en rien les idées défendues par les cadres de la France insoumise, mais force est de constater qu'ils sont sous-représentés, que le Parti socialiste, qui fait beaucoup moins de voix, qui est bien moins garni dans les rangs à l'Assemblée nationale, est autant, si ce n'est plus représenté, que la France insoumise, qui aujourd'hui est une force de gauche incontestable dans les urnes et dans les institutions. Donc il y a une sous-représentation. Donc tout ça pour dire que je ne suis vraiment pas le porte-parole d'un syndicat politique. Je serai toujours objectif sur la dénonciation de certaines lois qui ne sont pas respectées. Et la finalité de tout ça. La finalité de tout ça, effectivement, il y a eu nombre de commissions d'enquête qui étaient des commissions d'enquête simplement cosmétiques, qui n'ont donné lieu à aucun résultat. Moi, mon objectif, c'est de rendre un rapport à la fin de cette commission d'enquête avec des recommandations qui, je l'espère, seront appliquées par les dirigeants de l'audiovisuel public. Et puis après, il y a un certain nombre de faits que je dénonce, de soupçons graves, on pourra peut-être y revenir, qui peuvent... Quels sont ces soupçons ? Parce que vous avez notamment dit que France Télévisions n'était pas sincère sur les documents publiés ? Absolument. Quand vous avez, depuis 10 ans, des communiqués de presse chaque année qui louent le bilan financier de France Télévisions, qui loue, je cite, c'est le dernier communiqué de presse publié en mars 2025, une gestion rigoureuse, des résultats exceptionnels, des comptes à l'équilibre, alors que la Cour des comptes arrive après 10 ans pour constater un déficit de 81 millions d'euros, une trésorerie maintenant négative. Il y aura un budget de 4 milliards. 81 millions d'euros, c'est énorme. Une trésorerie négative, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, qui vaut dans le code du commerce un risque de dissolution. Quand on entend M. Moscovici, quand on entend le président de la 3e chambre de la Cour des comptes que nous avons auditionné, qui nous explique qu'il y a un risque de quasi-faillite s'il n'y a pas des réformes structurelles qui sont prises dans les prochains mois, comment France Télévisions peut assumer des communiqués de presse pendant 10 ans pour se féliciter de comptes à l'équilibre et de résultats exceptionnels. Donc quand je vois ça, je soupçonne effectivement des comptes insincères, peut-être des comptes maquillés. Quand je vois que France Télévisions a mis près de 2 mois à m'envoyer des premiers éléments comptables, alors qu'ils savent qu'une commission d'enquête est une course contre la montre et qu'on a moins de 6 mois pour s'intéresser à ces sujets-là, oui, pardon de le dire, et c'est un fait qui est très grave. Les documents ont été envoyés, millions de pages vous ont été envoyés. Ils les ont envoyés mercredi dernier. Effectivement, ils ont réagi sur les réseaux sociaux, donc je me permets de leur répondre. Ils ont mis près de 2 mois à m'envoyer des documents, là où les administrateurs de l'Assemblée nationale me disent que pour toute commission d'enquête, pour tout document demandé par un rapporteur, c'est généralement sous une dizaine de jours. Ils ont mis 2 mois à m'envoyer ces documents, alors que les auditions reprennent, qu'ils savent parfaitement que je vais être très occupé dans la préparation de ces auditions et que j'aurai beaucoup moins de temps à passer, alors que pendant 1 mois, cette commission a été neutralisée et j'avais tout loisir de me renseigner et d'auditer ces documents. Jean-Loup ? Je trouvais que le travail que vous avez fourni était un travail de qualité qui a appris beaucoup de choses au public, notamment sur le plan budgétaire, sur le plan de la gabegie budgétaire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé avec les exemples les plus frappants, les plus spectaculaires. Après, simplement, ce que je veux dire quand même, parce que vous l'avez abordé, moi je trouve que ce qui est arrivé à Guillaume Meurice, c'était absolument scandaleux. On va pas y revenir. Non, mais ça pourrait être compté parmi les dysfonctionnements du service public, parce que c'est quand même une atteinte à la liberté d'expression. Mais j'aimerais là regarder peut-être l'aspect plus politique de la commission. Parce qu'en fait, moi, c'est la première fois où je vois qu'une commission se déroule ainsi, où c'est aussi polémique, et où d'une certaine façon, vous avez été un peu censuré, et on avait un peu l'impression du système qui protégeait le système, c'est-à-dire des partis de l'establishment politique qui protégeaient en fait les dérives et les gabegies de l'establishment médiatique public. Voilà, moi j'ai trouvé que la manière dont vous avez été traité en commission m'a un peu... Enfin, j'avais pas l'habitude de voir ça. Et c'est parfaitement inédit. C'est la première fois, par exemple, qu'une présidente de l'Assemblée nationale fait une interview sur une antenne du service public. C'était la matinale de France Inter, le matin de l'audition de la présidente de Radio France,
pour rappeler à l'ordre le rapporteur, pour tenter d'intimider le rapporteur. C'est la première fois, par exemple, que le bureau d'une commission d'enquête explique que le rapporteur doit faire preuve de pudeur médiatique, ne doit plus live-tweeter, alors que c'est parfaitement autorisé par la loi, par le règlement de l'Assemblée nationale. Ce sont des travaux qui sont publics, qui sont diffusés sur le site de l'Assemblée, sur la chaîne parlementaire. J'ai le droit, comme tous les autres députés, de publier les questions et les réponses. Donc, on sent effectivement que mes questions dérangent, que ces travaux dérangent et qu'il y a tout un système qui est en train de se mettre en branle pour essayer de mettre le couvercle sur ce sujet-là. Et vraiment, en conclusion, je pense que ça fait des années qu'on met la poussière sous le tapis. Ça fait des années qu'on détourne le regard, qu'on explique que s'intéresser à l'utilisation de l'impôt des Français sur l'audiovisuel public, c'est une attaque de l'état de droit. Je pense qu'il se trompe. Je pense que si on veut sauver le service public de l'audiovisuel, au contraire, il faudra mettre en lumière et braquer le projecteur sur tous ces dysfonctionnements, certains étant en rupture de l'égalité, pour enfin les corriger. Et c'est tout le sens des travaux que je mène depuis un peu moins de 2 mois.